Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Comment les Ivoiriens célèbrent-ils l'amour? Nous en parlons ce soir, aujourd'hui, 14 février 2025. Et ensuite, on essaiera donc de réagir sur le taux de décès d'accidents de la route qui est en hausse de 14%. En info du jour, on aura donc la cherté de la vie et l'affichage des prix, le gouvernement qui renforce son dispositif. Et pour terminer notre émission en seconde partie, nous parlerons avec l'association de la diaspora africaine orléanaise qui est basée en France. L'intérêt pour nous, c'est de voir un peu comment ils arrivent à aider les immigrants à avoir des papiers. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vendredi 14 février, nous sommes très heureux, en tout cas, d'être avec vous, à cause de Herman, Marius Komoé, Daouda Choub. Je le dis heureux et ne pas voilà, accorder ce mot-là. C'est pas grave, un jour, peut-être que ça va changer. Aïcha Crépi, vous nous accompagnez ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers d'être avec messieurs. nous. Merci et bonne fête à tous les amoureux. Super, merci. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonne fête à toi. Merci beaucoup. Et vous aussi, très cher. Marius Komoé, excellente fête de Saint-Valentin. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les amoureux de Côte d'Ivoire, que Dieu nous garde. Daouda Koulibaly, bonsoir et merci d'être bonsoir avec nous. Christelle, bonsoir à tous. Je ne sais pas de quelle fête on parle, mais bonsoir quand même et bonne fête. Nous parlons, rassurez-vous, et je vais commencer avec vous, nous parlons justement de la Saint-Valentin, la fête des amoureux dans le monde entier. Le 14 février, Daouda est célébré, voilà, est marqué de façon ou d'une autre, pour marquer l'amour, marquer la fidélité, la sincérité. Quel est votre avis sur cette fête-là, Daouda? Devrait-elle exister selon vous, puisque vous n'y croyez pas? Ce n'est pas que je ne crois pas en l'amour, je crois en l'amour. Parce que la seule chose que nous pouvons donner autour de nous, c'est l'amour. Mais je ne crois pas en cette fête qu'on appelle fête de l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est devenu un commerce où on doit faire les magasins, on doit obliger les uns et les autres à offrir des cadeaux. Je pense qu'on n'a pas besoin... On doit obliger? Oui, franchement, c'est de l'obligation. C'est limite du harcèlement. C'est-à-dire? Oui, mais certains... Qui harcèle qui alors? Mais certaines femmes harcèlent leur conjoint pour qu'on leur offre des cadeaux. Certains conjoints harcèlent leurs épouses pour recevoir des cadeaux. Moi, je ne suis pas dans cette façon de faire. Pour vous, mon épouse, à moi, je l'aime. Je l'aime à mourir. Donc, chaque jour que Dieu fait est un moment privilégié pour lui prouver mon amour. En façon de faire, en cadeau, en bienveillance, en des mots gentils. Je n'ai pas besoin d'attendre le 14 juillet, faire le tour de tous les magasins de Côte d'Ivoire pour lui montrer que je l'aime. Donc, pour montrer à quelqu'un que je l'aime, je dois débourser de l'argent pour montrer que je l'aime. Franchement, je n'y crois pas. Pour moi, c'est de la poudre. J'ai envie de parler comme le président Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc vous n'y croyez pas du tout? Pas du tout. Pour vous, c'est tous les jours qu'il faut démontrer son amour? Son et amour, pas un oui. jour précis. Parce qu'aujourd'hui, cette fête de l'amour dont on parle, de la Saint-Valentin, je ne sais pas si je peux me permettre de citer le nom de la radio, mais c'est une radio commerciale qui nous a bombardé de cette fête ici. Non, mais en même temps, c'est un fait historique, c'est un fait qui est documenté. Si vous n'y croyez pas, ne rejetez pas la faute sur un média. Non, ce n'est pas que je n'y crois pas, parce qu'il faut faire la nuance. Je crois en l'amour. Christelle, oui. Je vous aime. Aïcha, je vous aime. D'accord, ai-je besoin de vous offrir, comment on appelle ça, une Range Rover? Pour que vous rendiez compte que je vous aime. Non, je prends des fleurs. Merci beaucoup. Herman, je pense que vous n'avez pas encore la parole, très cher. Marius Komoé, pour vous, la Saint-Valentin devrait déjà être célébrée. Est-ce que vous y croyez? Dans des pays comme les nôtres, où nous croulons sur le poids des difficultés financières, pour trouver un repas par jour, la question mérite d'être posée. Ah oui, bien sûr, parce que... Vous mettez en relation la Saint-Valentin et un repas par jour, Marius Komoé. Combien d'Ivoiriens, aujourd'hui, peuvent se permettre de fêter l'amour comme il se doit? Parce que quand nous, on fait allusion aux Ivoiriens, nous faisons allusion à la majorité des nôtres qui sont dans nos campements, dans nos hameaux, dans nos villages, à l'intérieur du pays,
Beaucoup, aujourd'hui, les paysans, ils sont préoccupés par leurs produits de récolte, et je recherche aujourd'hui que les produits soient rachetés dans les règles de l'art pour permettre aux leurs de vivre aisément. Même les fonctionnaires dans nos villes, dans nos départements, dans nos communes, également traversent des noises. C'est vrai qu'il faut célébrer l'amour pour ceux qui en ont les moyens, mais je dis que ce n'est pas cela qui devrait être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, au point que certains s'endettent pour faire plaisir à leur compagne ou à leur tisa ou copine. Là, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, il faut essayer de décoder les mots que vous... Tisa, c'est les maîtresses. Vous êtes mariés et puis vous avez des maîtresses que vous devrez également satisfaire en dehors de votre épouse. Et donc, quand la fête de l'amour arrive, vous devrez être sur tous les tableaux pour servir et la tisa qui est la maîtresse et madame qui est à la maison. Il y en a même qui découchent et qui ne viennent même pas en inventant des missions à l'étranger. Des missions à l'intérieur du pays. Mesdames, surveillez vos maris. Il n'y aura pas de mission ni hier, ni aujourd'hui, encore moins ce week-end. Ils doivent être tous à la maison pour s'occuper de vous. Très bien. Pour vous, c'est en cela que vous définissez la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, pour nous ici, on regarde. Et l'expérience nous a démontré que, croyez-moi, les résidences sont remplies, les hôtels sont remplis, les réceptifs hôteliers, je veux dire, les réceptifs hôteliers sont remplis. C'est ça la Saint-Valentin? Non. Tu vas parler de quoi? Tu avais la parole tout de suite. Vous ne croyez pas, Daouda. Vous demandez la parole. Alors, mais en même temps, Marius, vous êtes président des consommateurs, un homme très averti, très introduit dans les milieux. Je vous vois venir. Non, vous êtes toujours préoccupé pour le bien-être des consommateurs et des hommes d'affaires ivoiriens. Quand vous parlez des hôtels qui sont remplis, on imagine que c'est monsieur et madame qui vont justement y aller, voilà, essayer de sortir du cocon au quotidien et tout ça. Non, ça c'est intéressant pour ceux qui ont les moyens, c'est ce que je disais. Mais il n'empêche que la Saint-Valentin pour nous est l'occasion pour les commerçants, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques de se faire plus d'argent. Très bien. Parce que toutes ces commandes que nous faisons, les achats de parfums, de tissus, de paille, de wax, paille, je ne dirais pas de qualité de paille, mais quand vous regardez la qualité, j'allais dire des cadeaux qui sont faits. Pourquoi on arrive justement Saint-Valentin à cadeau forcément? Le fait de dire je t'aime pour vous, ça ne donne pas de contenance à cette célébration, juste des mots? Le mot même « je t'aime » chez nous, là même, c'est une injure. Pourquoi? Si vous dites à la dame que vous l'aimez uniquement sans cadeau, il y en a même qui vous demandent même le cadeau. J'espère que tu viendras à la maison avec le bras chargé de mon cadeau. D'accord. Ben voilà, donc le monsieur, même s'il n'a pas les moyens, il se sent dans l'obligation d'aller chercher. C'est pour ça que je vous ai parlé des endettés. Or, la Saint-Valentin, ça devrait se résumer à venir faire un bisou à madame, à rester à la maison, au besoin même sortir un temps soit peu, même faire des marches dans le quartier. C'est aussi une façon de faire, parce que vous ne marchez jamais, vous êtes cloîtré entre quatre murs, vous ne sortez jamais de votre maison. Donc alors, voilà. Herman, est-ce que vous y croyez déjà, vous, à la Saint-Valentin, à toute la symbolique de l'amour, offrir des cadeaux? Quel est votre postulat là-dessus? Déjà, je note que Marius a de l'expérience. C'est-à-dire, mon ami, vu la toi aussi, tu as de l'expérience. Répondez à la question, vous vu la parlez de Marius. description de ce fait sociologique-là qu'il donnait. Mais pour revenir à moi, je pense que c'est la journée la plus hypocrite en termes d'expression de l'amour. La journée la plus hypocrite. Il n'a pas tort. Daouda l'a dit, on n'a pas besoin d'une journée pour montrer par A plus B qu'on aime sa partenaire ou son partenaire ou bien ceci. Et la journée symbolise en fait. Sinon, oui, mais c'est ça. C'est pourquoi les gens qui croient au symbole, ça les prend. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, vous allez voir que le dragueur, celui qui est en train de courtiser une demoiselle ou bien une dame, il va faire tous ses efforts aujourd'hui pour la séduire. Et peut-être 2 jours après, elle va comprendre que c'était du vent. Et quand je parlais de la journée la plus hypocrite, j'ai fini de dire ça, c'est la journée aussi en termes, c'est un gros déséquilibre. Parce que lorsqu'on parle, on dit on célèbre l'amour, mais en fait, les gens s'attendent à ce que l'homme exprime son amour à la femme, et non pas les deux. Parce qu'à côté des chocolats, des bouquets de roses, et souvent des véhicules, ou bien des doudounes, les nounous et autres, l'homme, il a droit souvent à des débardeurs et à des dessous.
C'est la réalité. Lorsque les véritables cadeaux que certains, la plupart, je ne dis pas des femmes qui ont les moyens et autres, c'est très, très déséquilibré, il faut aller voir ça. Et donc, moi, quand je vois ça, souvent... Pourquoi l'hypocrisie, justement? L'hypocrisie, je l'ai déjà dit. Parce qu'on attend ce jour-là pour exprimer son amour à sa femme. Ce n'est pas vrai. L'homme qui a des 10 000, 12 tisas dehors, ce jour-là, va jouer le plus amoureux de sa femme. En la couvrant, ce jour-là, il met son téléphone sur mode avion. Il ne faudrait pas qu'on le dérange quand il est avec madame. Celui qui est un peu fou dans la tête, lui, il sort, il disparaît dans la nature, comme Marius le disait. Il s'en va rester avec la Tisa, son deuxième bureau. Mais je veux dire que demain, on retournera à nos vies quotidiennes et l'illusion de cette fête-là, cette célébration-là passe. Moi, personnellement, pas que je n'y crois pas, tant que ça peut aider des couples qui sont vraiment ancrés à faire des sorties, parce qu'il disait, il allait en parler, il disait, quand lui il fait Saint-Valentin, par exemple, il disait, il prend sa femme, ils s'en vont, après ils rentrent. C'est ce qu'on appelle, c'est un moyen pour eux de renforcer leur amour. Mais la plupart des gens qui font trop de tapage sur la Saint-Valentin, ce sont des gens qui sont de façon sporadique concernés par cette fête, juste pour avoir des straches et des paillettes, et puis après on passe à autre chose. Aïcha, est-ce que vous y croyez, vous? Parce qu'apparemment, vos trois amis et collègues sur le plateau doutent quelque peu, justement, de l'intérêt même de cette célébration-là. Je ne suis pas étonnée, en même temps, je suis outrée. Quel est votre point? Je suis un peu outrée de ce que j'ai entendu, parce que, surtout des deux derniers intervenants, parce que j'ai l'impression que le fait déjà d'avoir plusieurs tisas, 10, donc des maîtresses, voilà, pour ceux qui nous regardent. C'est quelque chose de normalisé. Bon, apparemment, voilà, moi, ça me choque un petit peu. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit une fête commerciale. Et évidemment que c'est une fête commerciale, tout comme Noël, tout comme d'autres fêtes. Mais ça peut être aussi un prétexte, justement, parce que ces messieurs ont dit qu'il n'y a pas besoin d'un jour pour célébrer l'amour. On espère que c'est vrai et qu'au quotidien, c'est tous les jours que c'est célébré. On n'est pas sûr, on n'est pas avec eux, mais on espère que c'est vrai. Je veux dire, c'est un prétexte. C'est comme quand les plus âgés vont dans les fêtes des enfants qui ont 1 an. L'enfant ne se souviendra même pas de sa fête, mais ils en profitent. C'est un prétexte. Je voudrais répondre aussi à Herman quand il a dit que c'est très intéressant, quand il a parlé du fait que ce soit plutôt les cadeaux qu'on attend des hommes envers les femmes et de la dépendance. Les cadeaux étaient disproportionnés. Voilà. C'est peut-être parce que la société est un peu disproportionnée aussi. On attend beaucoup plus en général de l'homme. La femme est beaucoup moins autonome. Il y a des femmes même qui n'ont d'autres objectifs dans la vie que de chercher quelqu'un qui va avoir un objectif, lui, dans sa vie, pour l'accompagner dans ces objectifs-là. Donc, je veux dire, c'est aussi l'autonomisation, excusez-moi, de la femme qui va permettre d'avoir des cadeaux dans les deux sens. Il faut avoir le même niveau de vie aussi. Mais je veux dire, l'attention... qu'il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. L'attention, c'est aussi un cadeau. Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils cherchent justement leur pain quotidien, qui ne sont pas assez présents ou alors qui ne savent pas aimer, comme on dit. Donc, ça peut être la matérialisation aussi de leur affection ou de leur amour envers leur famille. J'aimerais juste préciser aussi que le matérialisme conduit à la possessivité et aux abus, puisqu'on n'a pas d'autre projet que de trouver quelqu'un qui a un projet. J'aimerais juste citer une petite phrase que j'ai lue dans un livre saint, dans 1 Corinthiens 13, qui dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas l'intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, mais il se réjouit. Il ne se réjouit pas de l'injustice, pardon, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse pour vous, tout, donc, ce texte, il pardonne tout, il supporte tout. Ce texte biblique devrait être collé justement à la définition de la Saint-Valentin. Je voudrais revenir sur ce que Daouda a dit. Un mot très important, c'est la bienveillance. À la base, ça doit être ça, je pense. Et donc, je suis persuadée que le plus grand bien que n'importe qui pourrait offrir à son partenaire, c'est le respect. Respect de l'intégrité physique, pardon, respect de l'intégrité morale. La bienveillance, avant tout. Très bien. Daouda, vous vouliez, Daouda, ensuite Marius, vous vouliez avoir la parole pour... Bon, aujourd'hui, j'avoue qu'en Côte d'Ivoire, j'ai peur qu'on me traite un peu sexiste, mais ce n'est pas ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut que sociologiquement, le paradigme puisse changer. Qu'est-ce qui doit changer, Daouda? Je vais vous expliquer. La fête de Noël, c'est les hommes qui doivent faire des cadeaux. Fête des mères, les hommes doivent faire des cadeaux. 8 mars, on doit encore faire des cadeaux. Saint-Valentin, on doit encore faire des cadeaux. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte
la disparité dont vous parlez justement, il y a des hommes mais qui subissent le poids de tout ça sur la tête. Le poids de tout ça, c'est énorme. Est-ce que ce n'est pas la société, justement, le patriarcat qui le veut ainsi? Mais justement, c'est ce que vous soyez fort et puissant et voilà, prospère. Mais vous connaissez combien d'hommes qui souvent vont sous la douche, allument le robinet, qui font couler l'eau, mais parce qu'ils sont en train de pleurer. Wow. Pourquoi pleurer? Mais justement parce qu'il est en souffrance. Beaucoup d'hommes ne le diront pas. Le poids de la société, le poids de la famille est sur les épaules. Et le poids des fêtes aussi, c'est ça? Des fêtes. Parce que les charges quotidiennes sont là. La vie est toujours chère. Mais pendant ce temps, à chaque fête, le pauvre monsieur, il doit faire des cadeaux. Moi, franchement, je dis, il faut qu'on sorte de ce paradigme-là. Les gens nous ont envoyé une fête. Ceux qui ont les, comme il a si bien dit, ceux qui ont les moyens de fêter cela, qu'ils fêtent. Mais franchement, que ça ne devienne pas un fardeau, un boulet sur la tête de tout le monde. Franchement, c'est ahurissant. Parce que, vous vous rappelez de la... Il y a une vidéo qu'on a vue il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, où la chaîne nationale a fait un reportage dans une ville de l'intérieur. Vous connaissez la Saint-Valentin? Il dit, moi, je ne connais pas Saint-Valentin. Nous, on connaît Zakwa. Vous connaissez Zakwa? Vous allez nous dire? Non, c'est un village. Elle ne connaît pas Saint-Valentin. Très bien. Les gens ont d'autres problèmes. Il faut régler leurs problèmes. Vous parlez de Saint-Valentin. Pour dire à quelqu'un que je t'aime, est-ce qu'on a besoin de faire tous ces... payer des chocolats en un point fini, payer de ceci? Et après... Tout doucement, Daouda. Non, mais c'est agaçant. C'est agaçant. Non. En fait, je le dis parce qu'aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui... Normalement, quand on aime, on ne compte pas. Daouda. Ah oui, on va compter. On va compter. Parce que désormais, il faut commencer à compter ce qu'on donne. Très bien. Voilà. Marius Komoé, Daouda estime qu'il faut regarder les problèmes existentiels. Je pense que c'était là aussi votre postulat. Qu'il y a certains qui mangent une fois par jour. Ce type de célébration, selon vous, pourrait être un peu contraignant et frustrant. Mais c'est à peine dans l'âme que nous le disons. Parce que nous savons les réalités de notre société. La meilleure preuve d'amour qu'un homme, dans notre société actuelle, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, la meilleure preuve d'amour qu'un homme aurait pu faire à son épouse, à sa compagne, quand on sait, et Daouda l'a si bien relevé, que sous nos cieux, le poids de la famille, les charges de la famille pèsent sur l'épaule d'un seul et unique individu. Dans la grande majorité de notre société, dans nos familles. Ceux qui travaillent, par exemple. C'est l'homme qui travaille, que ce soit un petit travail dans l'informel ou même un travail de cadre dans le formel. Madame à la maison, il y a des hauts cadres, il y a des hommes d'affaires prospères dont les femmes ne travaillent pas, sont à la maison. C'est pour ça que j'ai dit la meilleure preuve d'amour, c'est faire de la femme une personne autonome. Aïcha, on parlait de l'autonomisation de la femme. Il faut aujourd'hui inculquer une certaine norme. Marius, est-ce que je peux te prendre quelques temps? Je t'en prie. Est-ce qu'il a terminé? Non, mais je lui laisse la main. Il y a un truc qui est très important. C'est que vous parlez tout à l'heure de société. Mais notre société patriarcale a été formatée de sorte que la femme, quel que soit ce qu'elle a, ça c'est pour elle. C'est-à-dire que l'argent de la femme, généralement dans notre société patriarcale, c'est pour adorer fétiche peut-être sûrement. Non, franchement, on ne sait pas. Parce que c'est rare. Non, tout doucement, Daouda. Non, je t'aurais pas laissé. Mais je vous jure, non, Christelle. Pas pour adorer des fétiches. C'est une façon de parler. Non, je te coupe pas, je vais te donner une autre... Non, s'il vous plaît, Daouda, il faut changer cette phrase. Je vais l'aider avec... Non, il va changer d'abord sa phrase. Il change sa phrase. Sûrement que leur argent, c'est pas... Le mot fétiche, je le retire. Mais en vérité, ce que je veux dire, cet argent, on ne sait pas à quoi ça sert. Dans le foyer. Alors, de la célébration de la fête de Saint-Valentin, il faut aller jusque-là. Parce que ce que vous êtes en train de dire, ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire que les hommes, généralement, sont souvent en souffrance financièrement. Ils ne le diront jamais. C'est vrai qu'il y a des femmes qui mettent la main à la pâte. Mais regardez nos sociétés patriarcales. Christelle, ne nous voilons pas la face. On a été tous éduqués comme ça. Or, aujourd'hui, la réalité de la vie fait que, franchement, on ne peut pas se donner le luxe de ne pas avoir une femme qui vous aide. Donc, moi, ce que je veux dire, pour ceux qui aiment, si vous aimez votre femme, vous adorez votre femme. Très bien, Daouda. Faites en sorte qu'elle soit autonome, de sorte qu'elle ne dépende pas de vous. Tout. Si elle veut s'offrir des cadeaux, qu'elle se les offre.
Voilà. Apparemment, vous avez un combat quelque part. Ah non, moi, c'est mon combat. Je termine par dire... Mais vous avez donné la parole à Daouda, donc vous ne allons chez Herman. Je voulais dire, la séquence de Daouda n'est pas forcément justifiée partout. Moi, je prends mon exemple, par exemple. Je suis rentré, j'ai fait 2 ans ici sans travail. Mon épouse m'amenait de l'argent régulièrement. Elle vit où? Daouda, non, elle vit où? Non, même Daouda, quand... tout doucement, laissons d'où elle vit. Parce qu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, tu le sais. Il y a des femmes aussi qui vivent là-bas et qui ne font rien. Qui ne sont pas obligées d'assister. Est-ce que c'est le mindset qui fait la différence? C'est ça, Herman? Moi, je pense que c'est le mindset. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'elle vit aux États-Unis, c'est parce qu'ici, déjà, quand il y avait quelque chose à faire, elle donnait le peu qu'elle avait aussi pour contribuer. C'est juste que, si tu lui offres des cadeaux, elle prend. Mais le plus important pour elle, c'est justement comment est-ce qu'on avance ensemble. Elle fait souvent des reproches sur, comme on a dit, la bienveillance souvent qui manque à certains moments. Et non pas parce qu'Herman m'a donné un cadeau ou quoi. Si tu m'as donné, je prends, parce qu'elle aussi, elle offre des cadeaux. Mais ici, souvent, tu vas donner des cadeaux à certains messieurs qui donnent des cadeaux à leurs dames, mais 2, 3, 4 fois, mais... Toujours est-il que ce sont eux seulement qui donnent les cadeaux. Il va recevoir un débardeur, un short. Et voilà. Après, c'est ce qu'il dit à un boxeur avec un débardeur. Ça aussi, on n'a pas de chiffres pour ça, pour vérifier. Non, mais c'est... Demander, comme tu tiens un réseau social... On a bien raison. Il faut demander... Non, il s'agit de vous, là, vous voulez couper la parole. Non, c'est pas comme ça. Il faut demander... Aujourd'hui, quels sont les cadeaux que vous avez reçus? Il y a plein qui vont vous envoyer des boxeurs, des débardeurs, des sous-corps blancs, là. C'est ça. On achète à jamais 2500. Si tu as eu la chance, Daouda, est-ce que vous avez la parole? Daouda, vous n'avez pas la parole. Aïcha, apparemment, dans les propos, justement, les éléments de langage de nos amis sur le plateau, ils tendent à tenser les femmes, que certaines femmes ne mettent pas la main à la poche. Dieu merci. Elles n'en ont même pas. Elles disent qu'elles n'en ont même pas. Mais messieurs, vous n'avez pas la parole. Vas-y, Aïcha. On a envie d'analyser. Non, pas du tout. Dieu merci, il n'y a pas que ce type. Alors, qu'est-ce qui devrait faire la différence? Est-ce que c'est déjà important, justement, dans une célébration comme la Saint-Valentin, que les cadeaux ou tout ce qui pourrait être comme bienveillance marquée devrait se faire de part et d'autre? Oui. Déjà, j'aimerais dire que j'ai entendu ce que mes collègues ont dit. Je pense aussi que l'homme a participé à cela, cette façon dont la femme le voit, en fait. Parce que je veux dire, même dans le fait d'approcher une dame, souvent la démarche est matérialiste. On la drague avec des cadeaux. On la sécurise avec des cadeaux. On lui promet une vie peut-être avec des moyens. Alors, qui régisse là? Qui régisse là? Est-ce que c'est la société ou évidemment, c'est l'homme qui se dit il faut que j'offre pour qu'elle puisse me regarder, quelque chose comme ça? C'est traditionnel, malheureusement. Nos générations, en tout cas, ont connu des sociétés patriarcales. Donc c'est traditionnel. Je vais même plus loin. Je l'ai déjà dit une fois pendant les vacances, la religion a très responsabilisé l'homme également. Donc c'est traditionnel, ça a un sens très loin, qui remonte à très loin. Et je veux dire, les femmes ont surfé, pour ne pas dire zouké, dans cette tendance-là. Mais je pense que c'est prouvé d'ailleurs, c'est chiffré, que les femmes augmentent de plus en plus le fait de créer des entreprises, de 25% je crois. Il y en a de plus en plus qui sont là, qui aident leurs hommes. Et je veux dire aussi que souvent, il y a les hommes qui refusent aussi qu'elles travaillent. Parce qu'élever des enfants, c'est un travail à temps plein, il faut le dire aussi. Donc il y a ce que vous demandez d'un côté en termes de participation et à ce que vous demandez aussi en termes de foyer à la dame. Donc parfois, il y a un choix à faire parce que les deux sont compliqués à conjuguer. Voilà. Très bien. Alors, on termine avec vous, Marius. On termine vraiment. Je veux juste dire un petit truc. Allez-y, je vous en prie. Dans notre société traditionnelle hier, quand vous aimez une femme, vous allez avertir les siens. Mais vous, très souvent, ce qu'on vous demande de faire, c'était d'aller travailler au champ pour avoir le cœur, justement, de leur fille. Et cela, pendant des années, vous pouvez travailler pour vos parents. Mais les sociétés ont évolué, Marius, vous savez. Les sociétés ont évolué, justement. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, il aurait fallu, puisque nous savons bel et bien que sur un chiffre élevé, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans nos sociétés. Très légèrement. Ah oui, mais toujours est-il que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il est donc du devoir. Il va falloir qu'on sorte les chiffres une bonne fois pour toutes. Pour qu'il y ait une réalité sociale, il faut que de plus en plus les hommes qui ont des épouses ou des compagnes songent à les faire affranchir de leur pouvoir financier. Il faut donner les moyens à la femme de pouvoir se prendre en charge. Même si elles ont les moyens, elles ne le feront pas. Mais même si elles ne le feront pas, mais qu'est-ce qui se passe elles ne viendront plus vous demander
pour payer le sel, elles ne viendront pas vous le demander. Pour payer, ne serait-ce que... Marius Como, de la Saint-Valentin, on arrive au sel. Mais c'est tout ça là aussi. Mais c'est la réalité de nos foyers, de nos familles, la majorité. Donc, vous travaillez, vous avez les moyens, c'est intéressant, vous pouvez soutenir vos époux parce que vous êtes dans un autre monde moderne, un monde qu'on dit être avec un mindset beaucoup plus développé où la femme se sent plus responsable dans le foyer au même titre que l'homme. Mais dans nos sociétés traditionnelles, ce n'est pas le cas parce que la majorité de nos sœurs n'ont pas fait les mêmes études que vous, n'ont pas les mêmes moyens financiers que vous et elles ont pu être convaincues par un homme qui leur a vendu moins et merveille et une fois dans le foyer, elles découvrent que tout ce que l'individu, comme le disait Aïcha, avant de vous faire la cour, on vous invite dans des bons restaurants, on vous envoie des petits testos tous les matins, mais une fois dans le foyer, vous vous rendez compte que ces testos ont disparu. Et même avant d'arriver dans le foyer, les testos diminuent dès lors que vous êtes arrivé dans une résidence ou bien vous êtes arrivé dans un réceptif hôtelier. Merci beaucoup. Il faut réfléchir autrement. Marie, merci. Prenez vos libertés, prenez vos libertés, ayez de l'argent et soyez autonome face aux hommes. Merci beaucoup. Sur la question. Je suis un homme qui suit l'actualité de la société. Je vous en prie, Herman, merci, c'est pas grave. Tout doucement, messieurs. Dans tous les cas, la Saint-Valentin est une célébration de l'amour. Ceux qui ont les moyens sauront quoi offrir à leur dulciné, au singulier. Et puis ceux qui n'en ont pas, s'il vous plaît, messieurs, je suis en train de parler. Et ceux qui n'en ont pas, il faut simplement savoir garder raison. Le jour qu'il en aura, il pourra vous en offrir. Voilà, aussi simple que ça. Messieurs, alors, après l'amour, on va regarder un petit sujet qui est un peu tristouillet quand même. On parlera donc de sécurité routière et le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire qui a augmenté de 14%. Le taux de décès, justement, des accidents en Côte d'Ivoire a augmenté de 14%, indiquait donc le porte-parole du gouvernement ivoirien, rapportant le bilan de la stratégie nationale de sécurité routière. Alors, ça fait peur, c'est alarmant. Nous sommes déjà en février et le taux d'accident augmente de décès augmente de 14%. Messieurs, commentaires, Herman. Moi, je pense qu'on l'a déjà dit. D'abord, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Il y a d'abord, je dis toujours, la vétusté souvent des véhicules. Il y a aussi qu'Abidjan, seulement à 80% du parc automobile de toute la Côte d'Ivoire, par exemple. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent à Abidjan. Il y a le phénomène des motocyclistes, avec la croissance du commerce en ligne, avec ces nombreuses livraisons. Les motocyclistes... Il y avait une disposition pour eux, justement, pour savoir qu'ils devaient... sur une artère, le boulevard de France, mais c'est justement seulement pour là-bas. Il faudrait qu'on fasse en sorte de véritablement regarder, réguler leur attitude sur... Parce que la plupart aujourd'hui des accidents, effectivement, ça concerne aussi souvent ces cyclistes-là, ces motocyclistes qui sont soit en train d'aller faire des livraisons, mais eux, ils ne respectent aucune règle, enfin aucun code de la route, aucune règle de conduite. C'est comme si la route leur appartenait et puis les autres doivent se débrouiller pour les voir et autres. Donc il y a ça, mais en même temps, j'ai parlé tout à l'heure du parc automobile à Abidjan qui est vêtu, ça on en a parlé, mais au niveau d'Abidjan, par exemple, il y a beaucoup de véhicules. Il faut chercher à décongestionner Abidjan. Encore une fois, on va revenir sur l'effectivité du transfert de la capitale, par exemple, Yamoussoukro. Faire aussi de nouvelles villes périphériques un peu éloignées d'Abidjan pour développer ces villes-là, pour ne pas concentrer tous les secteurs d'activité vitale à Abidjan. Tant qu'on ne va pas déployer les populations dans d'autres zones, Abidjan sera toujours, les zones rurales va se passer toujours. Donc ça va créer aussi ces problèmes-là. Je pense qu'avec la vidéo-verbalisation, il y a des solutions. Aujourd'hui, plus ou moins, les gens font attention parce que c'est de l'argent après que tu dois débourser. Mais il faut toujours sensibiliser parce que malgré cela, l'incivisme continue de causer des morts sur nos routes. Aïcha, votre commentaire là-dessus, quelles seraient donc les solutions pour endiguer ce phénomène-là? Oui. La répression, je pense. Excusez-moi, je vais aller droit au but parce que je pense que trop, c'est trop.
Je pensais même à une anecdote. Je prends régulièrement des taxis. Hier même, j'ai failli y passer. C'est-à-dire C'est-à-dire que les chauffeurs, en général, que j'ai l'habitude de prendre, n'ont pas vraiment de délicatesse dans leur conduite, pour dire ça comme ça. C'est à peine si les ceintures même sont présentes dans les voitures, ceintures de sécurité, qui est l'élément le plus crucial pour la sécurité. Voilà, il n'y a pas vraiment de dépassement autorisé, pas autorisé, clignotant, c'est un peu l'anarchie. Et il y a des accidents qui pourraient être évités, qui arrivent tous les jours. Et j'ai demandé à un chauffeur une fois s'il connaissait la limitation de vitesse sur l'autoroute. Il m'a répondu des choses que je ne vous dirai même pas, c'était incroyable. Donc il ne connaît pas au Il total. ne connaît absolument pas. Je ne sais pas ce qu'il fait avec le volant. Le problème est systémique. Comme il est systémique, il est urgent d'en faire une priorité nationale. Si on prend un exemple sur le Nigeria, pour comparer rapidement avec un voisin, le taux de décès dû aux accidents routiers au Nigeria a chuté de 21% en 2023. Et selon l'organisme qui s'en occupe, cette réduction est grâce du nombre de victimes et résulte d'actions mises en œuvre par l'autorité routière nigériane qui a mobilisé au cours de l'année d'importantes ressources humaines et matérielles et qui a engagé la répression des infractions routières. C'est pour ça que je voudrais dire au gouvernement solennellement d'engager une chasse aux sorcières en fait contre l'achat du permis, contre la corruption dans ce domaine-là, d'obliger tous les usagers de la route en fait à un stage de sensibilisation chaque année, qu'ils soient infractionnaires ou pas, de créer des voies spécialement pour les camions, ce qu'on appelle les poids lourds, pour qu'ils ne roulent pas avec les petits véhicules, parce qu'ils se permettent parfois des rodéos dignes d'un film qui s'appelle Fast and Furious. D'obliger les taxis, les acteurs du VTC et autres, les entreprises privées à mettre des ceintures et à homologuer ces ceintures-là dans les véhicules, d'appliquer des sanctions exemplaires, des amendes, parce que je peux vous assurer que quand vous payez 50 000 à 100 000 euros d'amende, 100 000 francs par exemple d'amende, régulièrement, mais vous vous calmez en fait, parce que l'argent il sort, vous vous calmez. Surtout que vous travaillez pour quelqu'un en général, pas forcément pour vous-même. Donc, cher gouvernement, il faut vraiment renforcer l'application des mesures répressives et frapper fort. À comportement irresponsable, on doit avoir des sanctions exemplaires. Je reste avec vous juste 2 minutes, Aïcha. Oui. Vous parliez de l'exemple du Nigeria et qu'ils avaient vous avez mis justement un certain nombre de dispositifs et d'instruments à l'effet de faire baisser les chiffres. Lesquels, par exemple, 1 ou 2 exemples? Alors, quand on dit ressources humaines, ça veut dire que là, on voit dans Abidjan, par exemple, des personnes qui sont au bord des routes, qui ont des chasubles, en fait, jaunes ou d'autres couleurs, qui sont en train d'inspecter, en fait, ce qui ne va pas sur les routes. Je pense qu'il y a un rapport qui sera fait et qu'après, on pourra justement améliorer en ce sens-là. C'est de renforcer le personnel et de renforcer la répression, comme je disais. Donc, ils ont puni, en fait, tout simplement. Je veux dire, au bout d'un moment, si en février, on a déjà ces chiffres-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Les gens ne comprennent pas. Donc, parfois, il faut utiliser la force avec les chiffres. Les chiffres, les amendes. Il faut les réprimander. Marius, comment et quelles seraient donc, selon vous, les solutions pour faire baisser justement ce chiffre de 14% de taux de décès sur les routes? La formation. Dû aux accidents. Hein. L'éducation. La formation, l'éducation. Oui, des citoyens, mais surtout des automobilistes. Mais on se dit bien que celui qui a un véhicule en main, il a été formé pour ça, justement. Ah, c'est pas évident, croyez-moi. Je vais vous donner des chiffres. Allez-y. Et d'ailleurs, c'est le lieu de remercier la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, dont le directeur général n'a pas du tout désigné un tant soit peu pour mettre à notre disposition ces chiffres. Oui. Il nous dit que de 2012 à 2024, la Côte d'Ivoire, qui comptait 71 690 véhicules identifiés en 2012, est passée à 1 499 255 véhicules en 2024, avec une prolifération excessive des engins de 2 à 3 roues, estimée à plus de 4 millions en circulation, dont seulement 180 000 sont immatriculés. 180 000 180 000 sur 4 millions d'engins 2 à 3 roues, seulement 180 000. Mais que font-ils sur les routes, alors, justement, la question? La question reste posée sur l'ensemble du territoire national. En matière d'accidents de 2023 à 2024, en 2023, nous avons dénombré 13 310 accidents et en 2024, nous dénombrons 13 428 accidents. Donc, une baisse de 6% d'accidents de circulation. Le nombre de blessés, en 2023, 18 134 blessés et en 2024, 21 222 blessés. En 2023, nous avions également le nombre de tués, 1129 tués sur nos routes
Et en 2024, nous avons 1291 Revenons aux tués. solutions maintenant. Alors, pour nous, avec la baisse de 20% de personnes tuées sur nos routes, avec justement la baisse de 1% de blessés sur nos routes et avec le nombre d'accidents en baisse de 6%, on fait bien le constat que l'État joue quand même un rôle prépondérant. Très bien. Seulement, nous constatons que les usagers, au-delà de la politique de verbalisation par vidéosurveillance, oui, qui ne fait l'ombre d'aucun doute en termes de dénonciation des usagers, les pratiques de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, constituent une préoccupation majeure pour les populations. Les infractions auxquelles soumet justement et régulièrement l'OSER les usagers sont régulièrement contestées. Et en la matière, l'OSER ne peut pas faire la preuve justement de ces infractions, comme c'est le cas avec la vidéo-verbalisation, où votre véhicule est flashé, le conducteur est flashé, l'immatriculation est flashée, l'heure à laquelle votre véhicule a été flashé. Tout cela n'est pas fait par l'OSER. Et l'OSER, avec ses agents, continue de rançonner les usagers. Et ça, il faut y mettre un terme. Continue de rançonner les usagers. Rançonner parce que le droit de l'usager, c'est que lorsque vous le verbalisez, lorsque vous lui dites qu'il a fait une infraction, il faut pouvoir en faire la preuve. Mais l'OSER ne peut pas en faire la preuve. Et ça, nous le dénonçons aisément. Comment? Alors, je pense que ils n'ont pas d'éléments de preuve. Comme je l'ai dit pour le cas de la vidéo-verbalisation, qui vous flash et vous atteste à quelle heure vous avez été flashé, le véhicule impliqué et le conducteur. L'OSER ne peut pas le faire. On va pouvoir, avec je pense, le point de Marius, on va pouvoir creuser. Et puis regarder du côté de l'OSER pour avoir justement le Nous avons même essayé de joindre le directeur général, le directeur de l'OSER pour avoir plus d'informations. Silence radio. On va essayer de le faire. Le plateau en tout cas est ouvert pour que justement la direction générale de l'OSER vienne essayer d'éclairer nos lanternes justement par rapport à cet état de fait. On ne commente pas, on les invite juste à venir donner leur point. Herman, rapidement parce que c'est le tour de Daouda, s'il vous plaît. Bon, donc, je vais prendre mon tour de parole. On vous écoute. Daouda, allez-y. Je pense que s'il y a autant de morts sur nos routes, pour moi, je lis bien, je préfère préciser pour moi, il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'incivisme. Le deuxième facteur, c'est la corruption. Et le troisième facteur, qui est lui plus ou moins minime, c'est la fiscalité. Pourquoi je parle d'incivisme? Aujourd'hui, il y a la vidéo-verbalisation. Mais on a comme l'impression que... Et je pense que ça, c'est un message qui s'adresse au directeur général de la CGI, qui PUX Afrique, qui s'occupe de ça. Il faut qu'on augmente le nombre de radars. Parce qu'on a comme l'impression que les automobilistes, maintenant, ils savent où les radars sont situés. Donc, quand ils arrivent au niveau des radars, vous allez voir qu'il y a un ralentissement. Il faut des radars mobiles, alors? Pourquoi pas? Il faut les augmenter, franchement. Parce que quand ils arrivent à ce niveau-là, ils ralentissent. Mais dès l'instant qu'ils passent le radar, ils appuient encore une fois de plus sur le champignon. Donc, en plus de cela, il y a un manque de tolérance criard sur nos routes. Les chauffeurs de gros camions, comme Maïcha le disait, ne sont pas tolérants. Ceux qui sont à moto, eux, ils pensent que... On va dire certains, hein, Daouda, certains chauffeurs. C'est mieux, oui, certains. Merci beaucoup pour la précision. Certains motards pensent que la voie leur appartient. C'est eux qui savent faire des slaloms. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, Christelle, ça faisait froid dans le dos. C'était ma première fois de voir un homme qu'on ramasse à la pelle. Oh my God. Parce qu'il est passé sous les roues d'un camion remorque. C'était un 2 roues? Un 2 roues. Sur le pont des Gaules. Mais je vous raconte une autre anecdote que j'ai vécue personnellement. Herman, on partait en soirée. Non, sérieusement. Oui, mais allez-y, continuez. On devait aller en soirée avec des amis. Et comme après, je ne voulais pas rouler pour rentrer, donc j'arrête un taxi. Il dit, suis-moi. Je dépose ma voiture. Et quand je dépose la voiture, je monte dans le taxi avec toi pour que tu m'amènes à la soirée. Tu vois? Mais ce qui est grave, mon chauffeur de taxi était en train de vomir ses tripes. Parce qu'il avait bu. Parce qu'il était sous. J'ai été obligé de prendre le volant moi-même pour me déposer, payer son transport et dire, ah frère, va avec tes problèmes, mais vraiment moi, je m'arrête là. Mais malheureusement, je m'en suis voulu. Bah oui, parce que j'aurais dû appeler la police, bien sûr. J'aurais dû l'empêcher de rouler. Parce que je ne sais pas après, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'était le premier problème, l'incivisme. La deuxième chose, c'est la corruption.
c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention de certains de nos amis policiers. Quand vous voyez des véhicules qui n'ont pas de pièces, qui ne sont pas en règle, qui font des chevauchements de chaussée, qui font de l'incivisme, n'ayez pas peur de les arrêter, mettez-les en fourrière. Parce que après, de la même manière que moi je l'ai fait, quand vous les laissez partir, ils vont créer des dégâts devant. Ne mettez pas la vie de vos concitoyens dans la balance entre 2000 francs, 3000, 1000 francs pour ça. Et la dernière chose que j'aimerais dire, quand je parlais de fiscalité justement, aujourd'hui vous vous rappelez qu'on a reçu les organisations de VTC ici. Vous savez qu'il y a une autre taxe qui a été ajoutée sur les VTC. Donc forcément, ils sont dans une course contre la montre pour les chauffeurs de VTC. Mais pour la recette, en fait. Pour la recette. Ouais. L'autre chose, c'est que ceux qui font de la livraison, mais ils ont des bonus parce qu'ils ont été rapides. Donc, c'est le lieu de dire à nous aussi qui commandons des choses en ligne, souvent de fois, si on est patient à l'endroit des livreurs, ils vont rouler doucement, ils ne vont pas mettre leur vie en danger parce qu'ils doivent nous... Si chaque 2 minutes, on doit l'appeler, tu es où? Tu fais quoi? Alors qu'il est sur le guidon. Il est sur le guidon, c'est compliqué. Le même gars... Souvent, je ne sais pas si vous voyez, il y en a qui, sous leur casque, ils ont leur téléphone qui est là. Ils parlent, ils roulent. Mais pour dire que chez nous, en Djoula, on dit que Borini Bobrachen, on va traduire. Je le dis, je traduis pour les gens, pour dire on ne peut pas courir, être en même temps en train de courir et puis chercher à se gratter. Tu ne peux pas te gratter, tu peux pas faire deux choses en même temps. Très bien. Donc, franchement, à l'État de Côte d'Ivoire, sincèrement, essayez de revoir la fiscalité, de sorte à ce que les chauffeurs de taxi ne soient pas toujours en train de courir derrière la recette ou bien courir contre la montre. Voilà, c'était mon point. Merci beaucoup. On termine, Herman, rapidement. C'était sur la question de la corruption. Ouais. Je vous dis, il faudrait qu'on regarde les véhicules de transport en commun qu'on appelle les BACA. Les BACA. Il y a quelqu'un que je connais bien à la CICTA qui me dit que ceux-là, pour la plupart, n'ont pas de visite technique. Exactement. Et donc, la corruption, qu'est-ce qui fait que ces véhicules-là sont nombreux sur nos routes juste parce que la police tape l'œil? Les propos sont avérés. Si toutefois les propos sont avérés. Et si c'est ainsi, c'est que c'est très grave. Je veux parler aussi même du cas des permis de conduire. Les permis de conduire, souvent on se demande bien comment est-ce que ces gens-là... Non, ça a été corsé, Herman. Qui n'arrivent pas à lire, réussissent à passer le code et autres. Certaines personnes. Non, même ceux qui n'arrivent pas à lire, on leur montre des signes, comme quand on fait les trucs ophtalmologiques. On dit qu'il y a un gros... C'est à revoir. Il doit avoir, moi je pense, un gros circuit parallèle et qui fait qu'au niveau du code ou de la conduite, on paye soit 10 ou 15 000. Parce que mon fils même, il est parti faire son permis, il a été confronté, on lui demandait de payer 25 000 francs pour pouvoir passer vite. Et ça, je parle de mon fils. Maintenant, je ne sais pas les autres. Très bien. Mais au moins ça, j'ai vécu ça. Heureusement que ce n'est pas partout, en tout cas. Et ce sont des choses, je pense, qu'il faut pouvoir... il faut regarder. Il faut regarder. Mais en tout cas, c'est un plateau qui nous donne la capacité de pouvoir ici demander donc à la Direction générale de Lozère de bien vouloir nous rejoindre à l'effet d'éclairer les lanternes. On ne prend aucun propos pour le dire. On espère en tout cas que vous allez venir et puis voilà, expliquer mieux aux populations. C'est préférable. Merci, messieurs. Alors, en seconde partie, nous parlerons de ce que le mercredi 19 février à venir, le gouvernement lancera le contrôle météorologique des instruments de mesure, voilà, dans le cadre justement de la lutte contre la cherté de la vie et de l'affichage des prix. Et on parlera avec Mme Blé-Hélène, vice-présidente de l'association ADAO, qui essaie de donner des documents aux migrants illégaux. Et à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé. Herman Aboua, Aïcha Crépi, Marius Komoé, Daouda Koulibaly, ils sont là. Et nous allons maintenant regarder un peu l'instruction donnée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, justement, à l'effet de vérifier, voilà, d'abord de lancer les inspecteurs sur le terrain pour contrôler les niveaux de stock. Il disait... dès demain, donc, il parlait d'aujourd'hui, lancez vos inspecteurs sur le terrain pour contrôler les niveaux de stock, s'assurer qu'ils sont suffisants pour la fête de Ramadan et que les prix sont respectés. Procéder également au lancement officiel des contrôles météorologiques la semaine prochaine, instruisait donc
le chef du gouvernement ivoirien. Marius Komoé, c'est une action importante, déterminante même, que vient de faire le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas vraiment tort. Cette décision du gouvernement annoncée par M. le Premier ministre réjouit à plus d'un titre les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs qui n'ont eu de cesse d'alerter l'administration du commerce en Côte d'Ivoire sur la nécessité de faire en sorte à ce que les prix payés par les consommateurs dans les magasins, les boutiques, en un mot, dans tous les espaces commerciaux, répondent véritablement aux quantités servies aux consommateurs, mais également à la qualité des produits. Tenez-vous bien, la brigade de contrôle rapide qui a été mise en place pour appuyer les actions des agents inspecteurs des prix, des agents contrôleurs des prix, a tout récemment fait une enquête. Et cette enquête répond justement aux conclusions de celles que les organisations de consommateurs ont régulièrement portées à la connaissance du ministère du Commerce en charge donc de la mise en œuvre de la politique de contrôle des instruments de mesure. Que dit l'enquête? Je vais dire de la BCR, la brigade de contrôle rapide. L'enquête dénote que 2445 établissements commerciaux ont été visités par la BCR, la brigade de contrôle rapide. Et sur les 2445 établissements commerciaux visités, plus de la moitié, c'est-à-dire 1758, ont été épinglés pour pratique de prix illicites, vente sans facture et défaut d'affichage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le commerce en Côte d'Ivoire est fait en violation de toutes les règles qui régissent cette activité. Chez certains commerçants. Et malheureusement, c'est les plus nombreux. Je vous ai dit, sur 2445 établissements commerciaux visités par la brigade de contrôle rapide, qui est une structure sous tutelle du ministère du Commerce, qui a été mise en place pour appuyer les contrôleurs de prix, les agents assermentés, qui, eux, sont sous la coupole également de la Direction générale du commerce intérieur. Plus de la moitié d'établissements commerciaux visités, c'est-à-dire 1758 établissements, pratiquent des prix illicites. Donc l'opération initiée donc par le Premier ministre vient régler un gros problème. N'oubliez pas que depuis 2019, le contrôle des instruments de mesure, qui est une pratique régalienne de l'État, pour s'assurer tout simplement que les prix pratiqués, toutes les pratiques commerciales répondent aux règles du monde du commerce en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien que la métrologie, la mise en œuvre de la politique de métrologie a été suspendue en 2019. Donc, son rétablissement en 2025 réjouit à plus d'un titre les consommateurs. Quand vous allez prendre du carburant, le carburant qui vous est servi dans une station d'essence, l'usager n'a pas la possibilité de vérifier que le litre demandé est le litre qui a été servi. Parce qu'il y en a qui prennent le malin plaisir, certains, qui prennent le malin plaisir de tronquer justement leurs instruments de mesure dans les stations d'essence. Et avec donc cette nouvelle dynamique... Avec cette nouvelle dynamique, nous constaterons que c'est des pratiques qui vont être dénoncées et punies par les agents en charge donc, de réprimander ces genres de pratiques. Très bien. Également, dans nos commerces, vous avez dans nos quartiers des petits commerces de boutiques, de telle communauté ou telle autre, mais vous y allez pour acheter du 1 kg de riz. Les bascules utilisées, qui sont des instruments également de mesure, quand vous allez dans un marché, vous payez du poisson, le kilo de poisson que vous avez payé, est-ce vraiment le kilo de poisson qui vous a été servi? C'est ça. Le kilogramme ou le gramme de piment, de tomate que vous avez payé au marché, est-ce cela qui vous a été servi? Donc le contrôle des instruments de mesure viendra justement pour garantir le coût d'achat de l'usager en fonction du nombre, de la qualité et surtout de la quantité servie. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie, Christelle. Nous nous réjouissons. Herman, commentaire. Mais ce qu'il dit là, il a dit un peu plus de la moitié, mais non, je fais un petit calcul, 1745 sur 2445, c'est 71%. Exactement, plus de merci Herman. De l'activité commerciale, c'est fait de façon frauduleuse. Exactement. Donc, moi, ce qui me dérange un peu dans cela, on se réveille à la veille des périodes de Ramadan, parce que l'instruction du chef du gouvernement
ont été très clairs. Comme il y a le ramadan, le mercredi bientôt aussi, 19 qui va être février. suivi aussi par le carême chrétien, on prend les dispositions par cela parce qu'on sait qu'en ce moment-là, les gens ils vont utiliser assez de sucre. Ils vont je trouve qu'on n'anticipe souvent pas. Parce que là, on anticipe Les contrôles pas, météorologiques, là, nous, quand on était plus petits, c'était systématique. On voyait un peu, lorsqu'il y avait les chaînes Pâques, les boutiques. C'est périodique. C'était périodique, les gens venaient. Effectivement, on constate que dans nos quartiers, il n'y a plus ces contrôles météorologiques. Effectivement, parce que si tu t'en vas, tu vends de l'huile en détail, il faudrait bien que l'instrument de mesure affiche effectivement la quantité servie ou bien le volume servi. C'est ça, donc, très bien. J'avais dit qu'on est conscient que tous les commerces que nous avons, parce qu'il y a 71%, ça veut dire qu'il y a seulement que 29% qui essaient de respecter, qui sont corrects. Et peut-être même ils ont été corrects que le jour où on les a contrôlés. Donc il faut regarder tout ce processus-là. Moi je pense qu'il faut trouver au-delà de la façon mécanique à laquelle on fait ces contrôles-là, envoyer les inspecteurs sur le terrain. Je ne crois pas que 2445, c'est un petit échantillon. Il faut trouver des systèmes innovants pour pouvoir faire le contrôle et puis s'assurer que les personnes qui tiennent le commerce là respectent les différentes dispositions réglementaires. Aïcha et Daouda, avant justement de recevoir notre invité, Aïcha, votre point là-dessus. Non, je ne vais pas être très longue, hein, le doyen a tout dit, vraiment tout dit. Je pense que les problèmes qu'il a soulevés sont justement solutionnés ou vont être solutionnés, en tout cas en partie, par les mesures décidées par le gouvernement qui sont quand même à saluer. Les marchés sont très importants. La construction, je parle des 3 marchés de gros qui sont prévus à Abidjan-Daloa et à Bingourou et 12 marchés de relais, c'est très important. Les chiffres, effectivement, que Herman et M. Komoué ont donnés sont scandaleux. Donc, c'est vraiment très important. D'autant plus que le panier de la ménagère augmente de plus en plus. Donc, on a vraiment besoin de ne pas encore plus se faire engruger. Voilà. Daouda, on termine avec vous sur ce point. Très rapidement, sans revenir sur ce qui a été déjà dit, pour moi, la lutte contre la cherté de la vie ne peut être de la seule responsabilité du gouvernement. Ça doit être de la responsabilité de nous tous. C'est ça. Lorsque vous partez dans un magasin, dans une surface, que les prix ne sont pas affichés, il faut avoir le courage d'appeler le numéro vert qui a été donné par le CNLVC, le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Vous l'avez le numéro vert ici avec vous? Je ne l'ai pas en tête. Marius, vous l'avez? De sorte que, c'est fini. De sorte que tout le monde puisse, les autorités compétentes puissent se saisir de l'affaire. Mais si chacun s'assoit chez lui pour dire que l'État va faire, le gouvernement va faire, l'État va faire, finalement, la lutte là ne peut pas aboutir en fait. C'est clair. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que je demande pardon aux commerçants. Les commerçants, soyez honnêtes. Si vous n'avez pas pitié, ayez peur de Dieu. Parce que ce soit dans la Bible ou le Coran, le trafic de la balance, c'est un crime. Et c'est un péché qui est inscrit dans tous les livres saints. Il faut faire attention à ça. Et l'autre chose, c'est que je vois que par cette mesure du gouvernement, on se rend compte qu'il s'inquiète véritablement du portefeuille des Ivoiriens et du coût de la vie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une action que nous saluons de l'initiative, en tout cas, du chef du gouvernement, le Premier ministre Begré Mambé, donc, qui lance. Ce sera le mercredi 19, où les équipes seront sur le terrain à l'effet donc de vérifier tous les instruments de mesure. Marius, on a le numéro vert pour... Oui, c'est le 1343, ouais. Voilà, pour rejoindre le ministère du Commerce et se plaindre. Mais au-delà de cet aspect des choses, il faut remercier donc la Direction générale du commerce intérieur. Monsieur Kouazan. Monsieur Kouazan Aimé, ouais, qui fait un travail formidable. A été la cheville ouvrière avec laquelle nous avons travaillé, nous, organisations de consommateurs, pour aboutir à un tel résultat, tel qu'annoncé par Monsieur le Premier ministre. Et on se le rappelle dans une autre vie qu'il passait régulièrement sur les plateaux pour parler justement des contrôles, des instruments de mesure. Quand c'est bien, nous reconnaissons. Merci beaucoup, Marius Komoué. 1343, le numéro donc, du ministère du Commerce. Si vous voyez donc des indélicats, des commerçants indélicats. Nous allons maintenant recevoir Madame Blé-Hélène. Madame Blé-Hélène, avec qui nous allons parler justement on va dire d'aider des migrants, voilà, à avoir les papiers. Elle est de l'association ADAO, association de la diaspora africaine orléanaise. C'est ça, j'ai bien prononcé. Orléanaise, ok. Vous êtes basée en France.
une association donc à but non lucratif qui aide les Africains en situation irrégulière pour l'obtention des documents administratifs. Merci d'être là, très chère Madame Blé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour Herman, Aïcha, Marius et Daouda. Daouda, je suis contente d'être là. Moi, je vais plomber un peu l'ambiance avec... Non, on ne va pas plomber l'ambiance, rassurez-vous. On va dire les faits. C'est la fête de la Saint-Valentin. C'est pas grave. Et moi, je viens avec... Déjà. Merci. Mais, madame, regardez-moi, laissez Herman. Voilà. Écoutez, aux États-Unis, en ce moment, c'est vrai qu'on parle de la France, mais nous sommes à l'ère de dire aux migrants, rentrez chez vous. Vous êtes illégaux, vous n'avez pas de papier, go back to your country, retournez chez vous. Vous êtes en France, vous dites, nous aidons les migrants, les illégaux, justement, à avoir des documents administratifs. Quand on sait que lorsque la droite monte en Europe, le prétexte, c'est que les taxes des citoyens européens sont utilisées justement pour donner une très belle vie aux migrants. Réaction. Alors, je tenais à apporter une petite précision. Allez-y. Là, je suis là, en fait, pour une forme de conseil, mais pas pour inciter les gens à aller en Europe pour qu'on puisse les aider. Très bien, même. Je vais avoir votre point quand même sur le sujet que je viens de dire. Parce qu'en fait, il faut savoir déjà que présentement, pour la situation, pour les migrants en situation irrégulière en France, on dénombre, mais c'est approximatif, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, on dénombre 400 000 à 500 000 migrants en France. Combien d'Ivoiriens dans ces 400 000? Et là, nous sommes à Orléans déjà, dans le Loiret où nous gérons, nous sommes à 14 000 Ivoiriens. 14 000 Ivoiriens. Parce qu'en fait, Orléans, c'est le centre de la France. On est à 2 heures de Paris, donc c'est alléchant en fait d'être à Orléans. Et il faut savoir que la situation en Europe devient très compliquée. Il est difficile d'obtenir un titre de séjour. Donc, comment vous faites, dans quelle mesure vous facilitez à ces Herman, est-ce qu'elle avait fini? Oui, je pense. Vous aviez terminé vos propos? Pas vraiment, mais bon. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Vous terminez et puis vous reprenez la parole. Alors là, je me suis perdue un peu. Là, alors, vous disiez qu'il y avait 14 000 Ivoiriens sur les 400 000 sans papier. Je disais qu'il y avait 14 000 Ivoiriens sur les personnes en situation irrégulière en France. Et la situation pour obtenir le titre de séjour... en France. Orléans. Ouais. Oui, là, on parle d'Orléans. Parce qu'en France, on est à 400 000 migrants. Très bien. Oui, mais là, je parle vraiment de la région centre France-de-Loire. Et là, pour obtenir les papiers, ça devient de plus en plus difficile. Donc moi, j'ai décidé en fait de venir. On a décidé parce que ADAO, Association de la diaspora orléanaise africaine, nous ne gérons pas que les Ivoiriens, nous gérons vraiment tout ce qui est Afrique. Donc il y a des Camerounais, des Guinéens, très bien, donc l'Afrique. Et c'est quoi le conseil justement? Mon conseil aujourd'hui, en fait, c'est avant, c'est comme une entreprise. Avant de faire une entreprise, tu fais une étude du marché. Pendant nos permanences à l'association ADAO, on a constaté que les gens ne sont pas informés. Les réalités européennes. Marius, ils n'ont pas l'information de la réalité européenne. Et quand ils viennent en permanence, ah, si je savais, si on m'avait dit, sur une personne qui a réussi, un Africain qui a réussi en France, il y a 1000 personnes qui sont mortes sur l'eau. Sur une personne qui est sur les réseaux sociaux, parce que généralement on dit bah, ça va chez lui, il est en France, sur les réseaux sociaux, mais sur une personne ou 10 personnes que vous voyez réussir sur les réseaux sociaux, on a 10 000 personnes qui dorment sur les ponts. Très bien. Herman, question? Non, ma question c'était dans quelle mesure, comment est-ce que vous facilitez à ceux déjà qui sont là-bas, 14 000 immigrés, africains qui sont à Orléans, comment est-ce que vous les aidez à s'intégrer dans la société française? D'accord. Alors, faut savoir que chaque cas est différent. On traite les cas par cas, comme on le dit. Et généralement, on a une permanence. Donc, tu viens, je donne un exemple. Il est un migrant, il est quitté sur l'eau, il vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il vient, il explique son cas. Et nous, derrière, on oriente. On lui dit, écoute, pour ton cas, il te faut tel document. Dans la première des choses, quand un migrant vient, il a besoin de se soigner. Donc, on l'oriente, on l'aide à faire, on appelle ça l'AME, l'aide médicale d'État. On l'aide à faire, en fait, l'aide médicale d'État. Et ensuite, on prend son dossier, parce que c'est vraiment cas par cas. On prend son dossier, on a des avocats dans l'association, on a des juristes
Et en fonction de ça, on oriente l'immigré en fait vis-à-vis des préfectures. Donc, on a vu le jour en juin 2024 et à ce jour, nous avons aidé plus de 100 personnes à s'intégrer. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que l'idée pour Mme Blé, c'est de dire aujourd'hui, nous n'encourageons personne à aller sur des barques ou prendre de l'eau pour revenir nous trouver en France. Ça. Il suffit simplement de rester, en fait, de se renseigner, c'est ça? Non, en fait, il faut d'abord s'informer avant de décider d'aller en Europe. Comprendre, en fait, quand je pars en Europe, comment je fais pour obtenir mes papiers, comment je fais pour avoir une situation. Parce que c'est comme l'entrepreneuriat, tu ne fais pas une étude de marché, tu ne te lances pas sur un marché comme ça. Très bien. Et l'information, vous l'avez donc ici en Côte d'Ivoire? Oui, Voilà. Aïcha, question, on a quelques minutes. Bonsoir madame. Ce qui m'amène à la question, est-ce qu'ils partent entreprendre? Pour commencer, quelle est la première raison pour laquelle ils partent, si vous leur demandez? Généralement, c'est les raisons économiques. Je suis ici, je n'ai pas de travail, la vie est dure, je pars me chercher. C'est généralement les thèmes qu'on entend. Je pars me chercher. Mais tu te cherches dans quoi? Telle est la question. Tu te cherches, tu ne viens pas sur un territoire quand tu n'as pas rempli les formalités. Mais tu te cherches, donc tu arrives. Non, mais on m'a dit en Europe, la vie est facile, mais on ne cueille pas l'argent sur des arbres. Vous voyez, donc ils n'ont pas l'information. Quand on leur dit, écoutez, voilà la procédure à suivre, et encore, sur 10 personnes, peut-être c'est une personne qui va avoir le titre de séjour, parce que ça dépend des cas, en fonction des dossiers. Voilà. Ils me disent, on n'avait pas eu cette information. Je dis, si vous n'avez pas cette information, c'est qu'il y a un problème de base. Ce n'est pas là-bas qu'on va donner l'information, c'est sur le territoire africain. Donc, moi, je suis venu en Côte d'Ivoire, mes autres collaborateurs de l'association, d'autres sont en Guinée, au Cameroun, pour sensibiliser. On ne décourage personne. On ne me dira pas, peut-être elle est en Europe, sa vie est belle, elle vient nous empêcher. Non, mais je donne l'information, je donne des conseils. Écoutons Marius Komoré pour terminer. Vous donnez des informations, vous donnez des conseils. Sur ce même plateau, nous avons dit, pour nous qui fréquentons régulièrement les capitales d'Europe, nous avons dit que les Africains en Europe vivent certains Africains. Et c'est malheureusement les plus nombreux. Vous avez donné des chiffres ici, 400 000 Africains, dont 14 000 Ivoiriens, vivre comme des... on peut le dire. Entre griffes, c'est pas normal. Aujourd'hui, vous êtes là pour sensibiliser nos soeurs et nos frères. Quand on sait que beaucoup des nôtres arrivent en Europe avec l'encouragement de certains de leurs qui y vivent, et une fois sur le terrain, ils se rendent compte qu'on leur a vendu du noir. Dites-nous réellement, dites à cette jeunesse-là que l'Europe n'est pas un pays de cocaïne, que surtout tout se trouve en Afrique. Et comment ils vont vivre les réalités en Europe? C'est ça la Je vais vous expliquer un cas pratique. On n'aura pas assez de temps. Allez-y, et puis vous donnez vos contacts. Rapidement, d'accord. Je vous explique un cas pratique. J'avais en permanence une dame qui a tout laissé. Elle avait une entreprise en Afrique, je ne dirais pas le pays faussement, elle a tout laissé, croyant que l'Europe c'est l'Eldorado parce qu'il y a sa sœur, sa soi-disant sœur, qui venait, qui était toujours en bling-bling, tout et tout. Elle part chez sa sœur, rendez-vous bien compte, elle part chez sa sœur en plein hiver. À une semaine, la sœur l'amène dehors. Elle lui dit, l'Europe c'est dur, hein? L'Europe c'est pas ça. Elle dit, mais j'avais pas cette information, j'avais pas ces réalités. L'Europe devient de plus en plus difficile. Déjà même pour nous qui sommes intégrés, pour nous qui avons, voilà, moi je travaille, j'ai ma situation, j'ai mes enfants, tout et tout. Mais c'est même pour les propres Français, il y a l'inflation, ça devient de plus en plus difficile. Imagine pour quelqu'un qui part sans les informations, qui part en situation irrégulière. Mais c'est catastrophique. On voit des gens dormir sous les ponts, on est obligé à chaque fois... C'est ça la réalité des Africains. C'est ça la réalité des Africains, soyons clairs. Très bien. Donc, voilà. Alors, comme l'émission est pratiquement terminée, même s'il y en a qui sont partis régulièrement et qu'il y a une bonne situation, parce qu'ici, nous dénonçons justement ces départs irréguliers sur des barques de fortune. Est-ce que vous avez un contact où des personnes pourraient vous joindre pour avoir échangé avec vous? Et là, je vous donne donc le contact direct de l'association ADAO, plus 33 668 38 44 00. Je reprends tout doucement, plus 33 668 38 44 00. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ADAO, Association de la diaspora orléanaise africaine, sur Insta, adaoassociation@yahoo.com.
Et bon, nous avons aussi un site web, hein, donc www.adao-6orléans.org. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Madame Blé Hélène. Merci beaucoup. Vous êtes de l'association ADAO. Et in fine, au départ, c'était donc d'intégrer. Mais aujourd'hui, avec la situation de l'Europe... Non, intégrer là-bas. Là-bas, voilà. Ceux qui sont déjà... Voilà. Aujourd'hui, avec la situation de l'Europe qui se droitise et l'inflation et les difficultés, c'est compliqué. Donc, vous êtes venu en Afrique dire aux personnes, attendez, avant de bouger, renseignez-vous. Merci d'être venu. Les amis, merci beaucoup, Aïcha. Merci, Christelle. Merci, messieurs. Bon week-end, Herman. Bon week-end de la Saint-Valentin, très cher. Merci. Marius Komoué, Daouda, bon week-end de la Saint-Valentin. Soyez de plus en plus amoureux, messieurs, mesdames. On se retrouve donc lundi. Les programmes continuent sur Live TV. Tout de suite, là, ce sera Maquisard et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.